Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Clés de notre énergie, une émission produite par Leclerc, Réseau pour la transition énergétique et soutenue par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Alors, depuis sa création, notre association soutient et encourage l'essor des énergies renouvelables dans tous les territoires, par tous les acteurs, habitants, entreprises, collectivités locales, ainsi que l'illustre notre dernière campagne et notre numéro de notre énergie, fier de notre énergie, de nos énergies, qui met justement en avant les femmes et les hommes qui, partout en France, en métropole comme dans les Outre-mer, changent positivement nos vies, le visage de nos territoires en accélérant notamment les projets d'énergie renouvelable. Fiers de nos énergies, c'est ce que nous allons mettre en avant aujourd'hui dans cette émission pour valoriser l'engagement d'acteurs locaux en faveur des énergies locales, de l'autonomie énergétique et de l'engagement citoyen. Pour cette émission, nous avons invité deux acteurs locaux. Tout d'abord, Sébastien Sebron, qui fait justement la couverture de ce numéro, que je remontre à nouveau, tellement les images et ce numéro est brillamment réussi. Et Philippe Rio, récemment élu meilleure maire du monde par la City Mayors Foundation de Londres. Et donc, je vous souhaite à tous les deux la bienvenue. Bonjour. Pour commencer, première question de présentation. Donc, bonjour Sébastien, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, Sébastien Sebron, moi je suis informaticien, j'ai 45 ans. J'habite dans le Maine-et-Loire, dans une commune qui s'appelle Chemillé-en-Anjou. Et voilà, ma particularité et pourquoi je suis ici, c'est qu'en dehors de mon travail d'informaticien, je suis également président du parc éolien citoyen de l'IROM, qui est situé sur ma commune. Merci. Même question pour vous, Philippe. Bonjour. Qui êtes-vous? Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Philippe Rio est né de 1 an de Sébastien, j'ai 46 ans. Je suis urbaniste de formation et maire de Grigny depuis maintenant 10 ans et également vice-président de la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, 350 000 habitants au sud-est de la région parisienne, en charge des questions de transition écologique et sociale qui me conduit à être présent dans un certain nombre d'organismes, d'institutions liées aux énergies renouvelables locales. Je pense à l'eau, aux déchets ou à la géothermie, voire même l'électricité, qui n'est pas locale, mais à l'électricité. Donc, voilà pour ma présentation. Merci beaucoup à tous les deux. On va avoir l'occasion de revenir plus en détail sur ces différents points. Première question pour vous, Sébastien, comment en êtes-vous arrivé dans cette aventure de parc éolien citoyen? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Personnellement, je m'intéresse aux énergies renouvelables depuis assez longtemps. Voilà, je pense que c'est une bonne solution vis-à-vis du problème du réchauffement climatique. Et j'ai commencé tout d'abord à investir dans une association nationale qui s'appelle Énergie Partagée, en fait, qui proposait aux citoyens d'investir dans des projets. Et parce que j'ai fait ça parce que à l'époque, j'avais pas de projet à côté de chez moi. Et en 2013, j'ai reçu une invitation dans ma boîte aux lettres m'indiquant qu'il y avait un collectif qui se montait aux côtés de chez moi pour réfléchir à la possibilité pour les citoyens locaux d'investir dans des parcs éoliens. Donc, je suis allé à la réunion, ça m'a intéressé, j'ai participé au collectif. Et à partir de là, on a acheté un premier parc en 2015, le parc de la Jacterie. Et suite à ce premier parc citoyen qui a bien fonctionné, en 2018, on a eu la possibilité d'acheter un second parc qui, lui, se retrouvait juste à côté de chez moi, à 1,5 km. Et donc là, dans le collectif, on s'est dit qu'on voulait continuer l'aventure. Et vu que c'était tout près de chez moi, je me suis proposé pour mener un peu ce deuxième projet. Donc ce deuxième projet était un petit peu particulier parce que par rapport au premier où on était 100% citoyens, là, on l'a mené en collaboration en fait avec les collectivités, avec la communauté d'agglomération de Mauche Communauté sur laquelle nous sommes et avec le département du Maine-et-Loire. Et donc voilà, c'est là où j'ai vraiment rentré à fond dans le projet. Et en 2019, on a acheté le parc éolien. Et en 2020, il a commencé à produire. Et maintenant, voilà, je continue à m'en occuper dans la phase d'exploitation. Donc de suivre les kilowattheures et les électrons qui sont produits par ce parc et distribués sur le réseau électrique. Merci. Philippe,
territoire tout à fait différent qui est celui de Grigny et du sud-est de la région parisienne, zone urbaine dense. Donc, on ne va pas parler de parc éolien, en tout cas pour l'instant. Quelles sont les énergies renouvelables présentes sur votre territoire et pourquoi faire? D'abord, permettez-moi une petite précision. Moi, je suis un croyant et pratiquant de l'idée selon laquelle les territoires ont des solutions de développement des énergies renouvelables et nous sommes une part importante de la solution. Le GIEC, d'ailleurs, annonce très clairement que 50% des solutions viennent des territoires. Et donc, oui, on peut être fier de nos énergies. Et je rencontre cette question-là par une situation de crise au sein de laquelle on a fait résilience. Parce que le réseau de chaleur de la copropriété de Grigny 2, petite copropriété de 5000 logements, la plus grande de France, je viens d'être maire et on nous annonce que le chauffage va être coupé parce qu'il y a des impayés de charges. Il y avait à l'époque un peu plus de 2 millions de dettes d'impayés. Et donc, de cette situation de crise et de crise aiguë, on a réagi immédiatement et en 2017, 3-4 ans après, quelque chose qui était dans les cartons, qu'on avait identifié, puisque la région parisienne a la chance d'avoir entre Chartres et Reims, à 1800 mètres sous nos pieds, une nappe d'eau chaude, la nappe dite du Dogger. Je parle de géothermie profonde. D'ailleurs, après le choc pétrolier, beaucoup de géothermistes se sont développés en région Île-de-France, une quarantaine à peu près de forages. Et donc, une nouvelle période s'est ouverte à partir des années 2015 en région Île-de-France, où face aux crises et aux enjeux de réchauffement climatique, cette technologie connue, maîtrisée, a connu un second souffle. Et donc, de cette crise locale, on s'est dit on veut sortir de la variation des prix du gaz. Et donc, on doit chercher une énergie au prix le plus stable possible et bien évidemment le plus bas possible. On a fait énormément d'études, on a hésité entre la biomasse et la géothermie profonde, et parce qu'on avait en surface une échelle qui était capable d'absorber les investissements importants de ce réseau de géothermie, on a réussi à convaincre un certain nombre de partenaires qu'on pouvait faire de l'écologie populaire, c'est-à-dire sauver la planète, mais en même temps résoudre un problème social, puisque nous sommes dans l'un des quartiers de France les plus pauvres. Revenu moyen fiscal est un peu moins de 9 000 euros par an et par ménage fiscal. Et donc, on avait ce double défi à réaliser. Et donc, c'est comme ça que nous sommes tombés dedans. Et aujourd'hui, tout simplement, c'est 15 000 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère, une baisse du tarif de 25%. Et aujourd'hui, ce réseau est en train de s'étendre et on va le doubler dans les 2 prochaines années et le tripler dans les 10 prochaines années. Donc aujourd'hui, on exporte cette expérience-là de manière extrêmement positive et nous en sommes très fiers. Donc voilà, résilience et puis ensuite découverte de la problématique de l'eau. Je suis président de la régie publique de l'eau et l'autre énergie importante en milieu urbain dense, même si on n'est pas en milieu urbain d'ailleurs, c'est la question des déchets, puisque nous avons la chance d'avoir sur ce territoire, à l'échelle de notre intercommunalité, comme ressource et comme dans une logique d'économie circulaire, d'utiliser un déchet en gisement d'énergie renouvelable. Et la ville d'Évry-Courcouronnes est aujourd'hui chauffée à 50% par de l'énergie issue de l'incinération des déchets. Donc voilà, deux, trois sujets sur lesquels on est. Et je dirais même un troisième, puisqu'on va faire tout le boucle et on est bien dans l'écosystème des énergies renouvelables. Nous venons de lancer une opération visant à créer du biogaz à partir des boues de nos usines d'épuration. On a 2 stations d'épuration sur le territoire. Et hop, allez, c'est parti, on va créer du biogaz à partir de ça. Donc, tout est matière à énergie, à développer les énergies renouvelables avec l'objectif de 2030 et de développer, baisser la consommation et d'augmenter la part de l'énergie renouvelable dans nos consommations de réseaux de chaleur, puisque nous sommes très consommateurs
de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Merci beaucoup pour ces réponses. J'allais vous poser la question des deux principaux bénéfices des énergies renouvelables pour les citoyens et pour votre territoire, mais vous avez déjà répondu, la dimension sociale, la réponse à la crise sociale pour les citoyens et la valorisation des ressources locales que l'on pouvait considérer comme des déchets notamment pour le territoire dans une perspective de développement, enfin d'économie circulaire et de valorisation des déchets et des matières comme source d'énergie. Pour vous, Sébastien, quels sont à vos yeux les deux principaux bénéfices des énergies renouvelables en général et de l'éolien en particulier pour à la fois les habitants du territoire des Mauges, mais plus généralement pour le territoire au sens de collectif ou d'écosystème? Alors oui, moi je parlerais même du bénéfice des énergies renouvelables citoyennes, parce que je pense que voilà, faire des énergies renouvelables, c'est bien, mais les faire avec les acteurs locaux, c'est encore mieux. Donc le premier bénéfice, bien sûr, il est écologique, hein, comme l'a rappelé RTE il y a quelques années, le développement des énergies renouvelables en France se fait bien en substitution de moyens de production carbonés. Donc ça permet la décarbonation de l'énergie en France. Et en plus, quand on mène un projet d'énergie renouvelable avec des citoyens, on parle également avec eux de leur consommation. Il y a une prise de conscience en fait de ce qu'on consomme. Donc on peut parler aussi de sobriété. Donc c'est un bon moyen aussi de parler de tous les enjeux de transition énergétique et de dérèglement climatique. Donc ça, c'est vraiment le premier bénéfice de le faire aussi avec les citoyens. Le second bénéfice aussi, il est financier. Donc Énergie Partagée a fait une étude au niveau national qui montre qu'en fait, les projets citoyens de production d'énergie renouvelable génèrent 2 à 3 fois plus de retombées économiques locales qu'un projet d'énergie renouvelable standard. Donc voilà, ça permet de dynamiser le territoire, de faire en sorte que les retombées économiques de ces projets-là se feront localement. Et nous, on le fait à la fois directement avec les citoyens, mais aussi avec les collectivités pour toucher un maximum de personnes. Et je trouve que c'est aussi important de noter qu'un projet de production d'énergie renouvelable, c'est un projet collectif, c'est un projet mobilisateur face au dérèglement climatique. Et ça permet aux personnes de se mettre en mouvement sur quelque chose de positif. Et souvent, c'est ce que les gens cherchent, c'est ce que les gens demandent. Voilà, ça les permet d'agir et d'être acteurs en fait de ces choses-là. Merci Sébastien. Justement, c'était vous anticipez ma prochaine question. Les crises de l'énergie qui se succèdent depuis plusieurs années, depuis 2 mois, l'invasion en Ukraine ont mis en exergue justement les enjeux d'autonomie énergétique, les nécessaires solidarités locales, nationales pour faire face aux problématiques notamment de précarité énergétique, mais aussi des liens forts entre énergie et démocratie. C'est un point qui ressort régulièrement sur le souhait des Français de s'impliquer, de s'engager en faveur de la transition écologique. Est-ce que vous avez justement, Sébastien, l'impression que la perception de l'énergie éolienne a évolué sur votre territoire compte tenu de cette situation et également de l'engagement répété d'acteurs locaux sur des projets? Quel est votre point de vue à ce sujet et est-ce qu'il est possible d'aller encore plus loin? Ouais, alors c'est pas facile de répondre à cette question suite aux derniers mois qu'on vient de passer, parce que j'ai l'impression pour ma part qu'on a une surreprésentation des mouvements anti-éoliens dans le débat public et que voilà, de manière globale, on a du mal à se faire reconnaître, mais c'est l'avantage aussi au niveau local d'en discuter directement avec les personnes, parce que oui, nous localement, l'initiative que l'on mène est très bien perçue et on s'attache à dialoguer un maximum avec les personnes du territoire, avec les riverains pour les informer, pour faire comprendre l'utilité en fait du moyen de production. Et ça fonctionne bien. Et je pense que pour aller plus loin aussi, c'est important d'associer au plus tôt tous les citoyens sur les projets d'énergie renouvelable pour essayer de construire avec eux. C'est pas toujours facile parce qu'on a toujours le phénomène de oui mais pas dans mon jardin, c'est-à-dire que voilà, clairement une éolienne ça a un impact sur le paysage donc il faut en discuter. Mais voilà, à partir du moment où on le fait entre personnes qui se connaissent, c'est beaucoup plus simple. Et là, moi, ce que j'aurais envie de dire aussi là-dessus, c'est que c'est important de comprendre que ce que nous, on a fait localement, c'est absolument pas quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que partout en France, il est possible de regrouper des collectifs comme ça et de monter ce type de projet. Énergie Partagée coordonne ça au niveau national.
Et je pense que c'est en faisant ça, en allant discuter avec les gens, qu'on arrivera à augmenter l'acceptabilité de ce genre de projet et à faire comprendre l'intérêt de l'énergie, des énergies renouvelables et de l'éolien en particulier. Merci. Philippe, dernière question pour vous. Vous êtes, vous l'avez précisé en introduction, maire de Grigny, commune considérée comme la plus pauvre de France métropolitaine selon l'Observatoire des inégalités. J'imagine que le slogan « Fin du monde, fin du mois, même combat » résonne fortement pour à la fois les habitants et vous-même en tant qu'élu local. Juste précédemment, Sébastien évoquait également le lien fort qui peut exister entre production d'énergie d'un côté, mais également maîtrise de la consommation et sobriété énergétique. Sur votre territoire en tant qu'élu local, en tant que maire, comment aller plus loin justement pour faire des énergies renouvelables un outil de lutte contre les exclusions sociales, peut-être tout en intégrant cette dimension de maîtrise des consommations? D'abord, je rebondis un peu sur les propos de Sébastien. Il y a des choses qui résonnent. L'avantage des territoires, que l'initiative soit portée par des collectivités locales complémentaires des initiatives citoyennes, qui vient d'ailleurs nous bousculer dans parfois nos fausses certitudes, c'est qu'on fait de l'écologie par le bas, de l'écologie de la proximité et de l'écologie de la quotidienneté. Et c'est ça dans un contexte national où on peut avoir peur d'un certain nombre de révélations, je parle du GIEC notamment, qui peuvent cristalliser, rendre immobile parce que le danger arrive de jour en jour. Eh ben, il faut savoir que partout, je dis bien partout, dans tous les territoires, il y a des possibilités, des initiatives qui sont prises pour aller de l'avant et répondre à ce défi assez exceptionnel de notre génération, fondamentalement. Et de cela, nous devons faire, parce que aussi nous sommes dans la proximité, la question de faire le lien entre l'écologie et le social. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire de l'écologie sans aborder la question sociale, parce que la transition, elle est aussi sociale. Faire de l'énergie renouvelable chère, c'est facile, mais elle ne sera pas acceptée. Et c'est rendre de l'énergie renouvelable socialement acceptable, c'est aussi la rendre financièrement acceptable. Et qui dit financièrement acceptable dit la question de la transparence des coûts. Comment se forme le prix? Comment se forme le prix de l'eau? Comment se forme le prix de la géothermie? Ou comment se forme le prix de votre taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou du recyclage qui va avec? On a des efforts à faire. On le fait, par exemple, de plus en plus dans les régies de l'eau. Les usagers sont associés à la gestion des conseils d'exploitation. C'est un élément de démocratie qui est important et je pense que la reprise publique et citoyenne des outils de production sont des facteurs qui vont dans le bon sens de on maîtrise le coût, on est transparent sur la formation du coût et on se réapproprie l'ensemble de la chaîne, y compris économique. Et les collectivités locales doivent faire un pas de géant. Certains le font. Nous, on le fait dans certains endroits, on n'y arrive pas dans d'autres, mais je crois que c'est une obligation pour mêler fin du monde, fin du mois. Et notre passage, nous, en géothermie, a été accepté parce qu'il y avait l'engagement de baisser le tarif. En clair, c'est l'économie qui nous a fait basculer vers l'écologie. Parce qu'au début, il y avait pas mal de réticences sur cette technologie-là, je le dis très clairement. Et c'est par le prix que l'on a réussi à faire la bascule. C'est étonnant. On était en 2015-2017. Le projet s'est construit d'abord sur des bases économiques. Et il y a eu une acceptabilité. Sur les questions de l'eau, de la même manière, y compris sur la question de la qualité de l'eau, la question de la formation des prix, de la transparence des prix, et nous, au cœur de nos engagements, pour rendre l'eau la plus claire possible et en faire un outil, je le dis vraiment parce que c'est un combat quotidien. Donc voilà, on a encore beaucoup de choses à faire, mais je trouve que ça va dans le bon sens. Et encore une fois, complémentarité entre... Moi, je suis très content, en tant que président du conseil d'exploitation de la régie, d'avoir des associations environnementales, altermondialistes ou même de quartier dans mon conseil d'exploitation, parce que, bah oui, ça nous secoue, quoi, et ça fait du bien. Vraiment. Oui. Vraiment. Il parle autrement qu'un langage politico-technique qu'on maîtrise. Voilà, c'est notre job, hein, on est content de le faire.
Mais ça, non, c'est très bien, je vous assure. Hein, c'est revivifiant, y compris pour la démocratie locale. Merci beaucoup pour ces mots. Vous pouvez être fiers de vos énergies. Nous pourrions rester plus longtemps autour de cette table, mais donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour cette émission. Merci beaucoup Philippe et merci beaucoup Sébastien pour votre présence, vos retours d'expérience et votre énergie positive et communicative. Pour les auditeurs qui regardaient cette émission, nous vous proposons donc de vous abonner à la revue Notre Énergie et à nos différents canaux de communication. Cette revue Notre Énergie est disponible sur le site du Clair. Vous pouvez également la recevoir gratuitement par abonnement. Donc une fois de plus, merci beaucoup Philippe et Sébastien d'avoir su mêler aussi succinctement et brillamment démocratie, justice sociale et écologie, ce qui est un sujet encore difficile quand on parle de transition énergétique et d'énergie renouvelable, mais on voit qu'on y arrive de plus en plus. Et l'actualité nous rappelle également l'enjeu à le faire et à le faire vite. N'hésitez pas à partager l'émission un maximum autour de vous pour parler de ce sujet et de vos proches, puisque on voit bien qu'on a tous un rôle à jouer, habitants, citoyens comme élus, pour engager la sortie des énergies fossiles et assurer l'autonomie énergétique de nos territoires et du pays. Pour vous informer plus en avant sur le sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Clair, vous trouverez également de nombreuses ressources. Merci encore à vous, Merci. bonne continuation Merci. et à très bientôt. Merci. Au revoir.